Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors peut-être que vous connaissez leur site, parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly. On peut voir quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre ici. Mon préféré, c'est Moving Fast and Breaking Things, Just Put the Technical Debt on my Credit Card. Et ce bouquin sont aussi les livres de chevet de Maître Pangloss. Alors, Candide aime beaucoup sa plateforme parce qu'il la trouve simple et intuitive pour ses clients. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il a dû créer son compte, il n'a pas eu besoin de se casser trop la tête pour trouver un mot de passe. Comme vous pouvez le voir ici, 3 lettres suffisent. Donc, une fois qu'on est logué, on arrive sur la page principale où on peut voir l'ensemble des ouvrages qu'on peut acheter sur la plateforme Pangloss. J'ai un petit problème de réseau, mais c'est pas grave. Tac, je vais juste vérifier que ça marche toujours. C'est pour ça que j'ai pas mes icônes. Tac, ça va revenir. Et lorsqu'on veut acheter quelque chose sur cette plateforme, excusez-moi. Alors là où Candide est vraiment très content, c'est le positionnement très clair sur le marché de ce site internet, parce qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Consoles donc Candide raffole, mais ce qu'il aime surtout, c'est les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le temps que je récupère le réseau, tac, normalement ça va aller très vite. Il est où? Il est là. Voilà. Il y a une petite pub pour... voilà. C'est bon. Alors, lorsqu'on va acheter quelque chose sur cette plateforme, c'est très simple. On a juste à cliquer sur la petite icône ici en bas à droite. Et une fois que vous avez un item dans le panier, vous avez juste à remplir votre adresse. Alors, on va essayer de mettre une petite adresse, voilà, valide. Et en cliquant sur Purchase, c'est fait, on arrive sur cette page récapitulative de commandes qui servent à de joyeux lutins à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc, Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur leur site et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous pouvez le deviner, je ne travaille pas pour Pangloss. Je m'appelle Julien Topsu, je suis tech lead à la Société Générale et je suis aussi organisateur du meetup Craft Record. Donc, c'est un meetup qui est basé sur Paris qui aide les gens à devenir speaker. Si vous en entendez parler, enfin, on a un site internet, craftrecord.org, si ça vous intéresse. Et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Alors, qui connaît OWASP? Ah, c'est bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les bonnes pratiques de sécurité et qui offre aussi des outils open source qui vont vous permettre de sécuriser vos applications. Et la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui, eh bien, c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on développe des logiciels qui amènent à de véritables failles de sécurité. Ces erreurs, on va les voir à travers l'application Pangloss. Et bien sûr, je vais vous démontrer ces failles au moyen d'une live hacking session. Vous en faites pas, on verra comment on corrige tous ces problèmes-là par la suite. Alors, je voudrais savoir ici, est-ce qu'il y a des développeurs qui ne font pas de Java? Ok, il y en a quand même quelques-uns. Alors, c'est pas très grave. En fait, j'ai une application là qui est en Java Spring Boot. Et, je m'appuie sur une application, sur une implémentation comme ça, mais les concepts ne dépendent pas du langage. Toutes les failles de sécurité existent dans tous les langages, et donc on va voir tout de suite. Alors, il y a un front-end en Angular Node.js. Pareil, même problème si vous faites autre chose que de l'Angular. Vous faites du PHP, etc. Surtout si vous faites du PHP. Pardon, c'est pas vrai. Et donc, on va voir tout de suite eh bien, comment se faire hacker bien comme il faut. Il y a des fans. Alors, un jour, Candide, en discutant avec un de ses amis, apprend qu'il existe un nom d'utilisateur magique qui marche sur pas mal de plateformes et il nous permet de se loguer sans même avoir de spécifier de mot de passe. Alors, Candide se dit, mais c'est un peu n'importe quoi ton histoire là, mais étant un petit peu curieux, il lui demande, mais quel est ce nom d'utilisateur magique? Et lui donna celui-ci. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est pas grave hein, si vous ne savez pas. Hein. Ok. Alors, il se dit, tiens, c'est bizarre ce truc, mais je vais quand même l'essayer sur mon propre site. Alors, il utilise ce nom d'utilisateur magique. Hop. Il retourna sur sa mire de login. Donc, il faut que je me délogue. Tac, tac, tac. Donc, il met ce nom d'utilisateur magique, ne met pas de mot de passe, et en cliquant sur login, tadam, ça marche. Alors, les gens qui disent, ah, il a mis un if, non, c'est pas ça. Et en plus, on n'est pas logué avec n'importe quel compte, mais vous pouvez voir qu'on est logué avec celui de l'administrateur. Mais par quelle magie noire tout cela est possible, se demanda Candide. Et bien, il se dit, bon, on va aller voir directement dans le code, parce que c'est là où on va trouver la vérité, et notamment dans la partie de l'application qui se charge de l'authentification. Et étant ici sur du Spring Security, c'est l'Authentication Provider pour ceux qui connaissent. Vous pouvez voir ici que l'application utilise une base de données pour authentifier ses utilisateurs.
une base de données SQL, il y a une table, c'est assez gros, pardon, pour les gens du fond. Vous arrivez à lire? Sinon, je peux zoomer peut-être un petit peu. Tac, voilà. Donc, il y a une table qui liste les utilisateurs avec leur nom et leur mot de passe. Et ici, on a une magnifique requête SQL qui permet d'authentifier les utilisateurs. Vous pouvez remarquer aussi que cette requête a été construite à base de concaténation des user inputs qui viennent de la mire de login. Donc, Candide ne comprend pas trop comment est-ce possible de se loguer avec son nom d'utilisateur magique, mais l'idée quand même dans cette requête-là, de directement inliner ce nom d'utilisateur là à la place de la concaténation, et là tout devient plus clair. Parce que en fait, ce nom d'utilisateur magique, ça ressemble beaucoup à un fragment de requête SQL, n'est-ce pas? Et comme ici, on n'a qu'un string pour représenter cette requête, côté SQL, on ne peut pas faire la distinction entre le template de la requête et les paramètres. Ce qui fait que si vous mettez un fragment de requête SQL dans vos paramètres, en fait, vous changez la nature de cette requête. Ce qui fait que là, si on essaye de résoudre ce que fait maintenant cette nouvelle requête SQL, au passage, ça s'appelle une injection SQL, super. Et donc, comment ça marche? On va regarder là. Si vous connaissez bien SQL, tout ce qui est après le double tiret est un commentaire. Donc, il n'y a même plus besoin de password pour se loguer, ce qui est assez pratique, n'est-ce pas? Donc, ensuite, là, dans la where clause, ça finit par or 1 equal 1, ce qui est toujours vrai. Donc, ça veut dire que toute la where clause est dégage. Et à la fin, on a select all from users limit 1, qui va nous renvoyer le premier utilisateur de la liste, de la base de données, et malheureusement pour nous, c'est l'administrateur, c'est pour ça qu'on a été logué avec ce compte. Alors, Candide, horrifié par ça, se dit, mais comment je vais faire pour corriger ce problème? Et en faisant quelques recherches, il tombe sur les paramétrages query. Alors là, encore une fois, c'est du Java, mais ça existe dans tous les langages. Avec du JS, c'est la fête aussi. Ne vous inquiétez pas si vous en faites côté Node. Donc ici, on va utiliser les paramétrages query. Comment ça marche? Au lieu de faire ces concaténations qui sont très vilaines, on va plutôt utiliser des placeholders. Donc ici, ça va être un point d'interrogation. Voilà, je vais le mettre aussi pour le mot de passe. Et par interpolation, on va y injecter les données utilisateurs, comme ceci. Tac. Donc, je vais redémarrer l'application. En fait, grâce à ce moyen-là, maintenant, côté driver, on va pouvoir faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Ce qui fait que maintenant, même si on continue à mettre des fragments de requête, dans les paramètres, ils seront plus interprétés comme tels. D'accord? Donc, normalement, c'est censé nous corriger ce problème d'injection SQL. On va le vérifier tout de suite. Je vais retourner dans la mire de login. Et là, dans username, je remets mon nom d'utilisateur magique. Je vais ouvrir les Developer Tools pour vous montrer ce qui se passe. Et là, peut-être que certains d'entre vous tiquent parce que je suis en train d'utiliser Edge. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors là, j'ai cliqué sur Login. Tac. Ça ne fonctionne plus. Et voilà. Donc là, ici, on peut voir que lorsque j'essaye de faire un post sur Slash Login, j'ai un Unauthorized. Donc a priori, je ne suis plus capable de me loguer avec ce nom d'utilisateur magique. Et j'ai corrigé mon problème d'injection SQL. Alors, il y a un truc que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous concaténez, que vous créez des requêtes en concaténant des user inputs, ou même des données qui viennent de systèmes externes, quel que soit le langage, quelle que soit la technologie, ça peut être même du NoSQL derrière, vous offrez aux hackers des véritables interpréteurs de commandes. Donc arrêtez de faire ça et utilisez systématiquement l'équivalent des paramétrages query dans vos langages. Donc ça, c'était pour la SQL injection. D'ailleurs, la SQL injection, ça fait beaucoup réfléchir Candide, qui vient de découvrir un truc, parce qu'il prend conscience que les hackers étaient capables de faire des choses dont ils n'avaient même pas aidé sur sa propre application. Et il sait que dans l'application Pangloss, ils stockent les mots de passe de leurs utilisateurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Candide, il veut pas que par un moyen magique, les hackers soient capables de récupérer les mots de passe de leurs utilisateurs. Ou au moins, s'ils sont capables de les récupérer, qu'ils ne puissent pas les exploiter. Alors, il explique le problème à son maître Pangloss, qui lui explique qu'il se prend la tête pour rien. Parce que dans l'application, Pangloss, il stocke les mots de passe de manière sécurisée en les hachant avant de les stocker en base. Alors, le hashing, ça veut dire qu'on a un condensat qu'on ne peut plus relire derrière. On ne peut plus récupérer, on peut plus récupérer le mot de passe en clair. Donc, normalement, c'est censé être safe. Mais Candide se dit, c'est bizarre parce que ce truc-là, je n'ai pas vu dans le code. Et lui demanda alors, mais quelle est la fonction de hachage qu'on utilise, nous, pour hacher nos mots de passe? Et Pangloss lui dit, t'inquiète pas, on utilise le truc le plus répandu dans l'industrie. Vous avez une idée de quoi je parle là? MD5? Non, c'est pas MD5. Base 64 non plus. C'est pas SHA-1. C'est le HRI.
Il y a des gens qui connaissent pas ça? La Human Readable Encryption qu'on appelle le clear text. Alors il y en a qui se foutent de moi, ils disent non mais c'est pas possible, il y a personne qui fait ça en prod. Les mecs sérieux le font pas. Non, personne fait ça en prod. Ça c'est un article de mars 2019. Hein. Donc a priori, Facebook, ils utilisent quand même du plain text pour stocker les mots de passe. Hein. Alors, en réalité, il les stockait pas en base de données, mais il est logué dans leur système de monitoring en clair, ce qui n'est pas forcément mieux, parce qu'avec tous les milliers d'employés de Facebook qui avaient accès à ce système-là, c'était pas très, voilà, pas terrible, quoi. Mais rappelez-vous, Zuckerberg a dit, future is privacy, mais c'est pas grave. Alors peut-être que ça fait rire certains, mais jamais qui que ce soit ici n'a créé un objet user avec un champ mot de passe, généré plus tard un toString et passer à un logger, tu vois. Ça, c'est jamais arrivé. Ni pour les numéros de carte de crédit, c'est pareil. Faites gaffe à ce que vous loguez. Les données, comment dire, sensibles, faites en sorte qu'elles ne soient jamais loguées. Il y a plein de systèmes qui vous permettent de faire ça. Encore une fois, faites attention, sinon vous êtes comme Facebook. Bon, un petit peu d'anachronisme maintenant, on retourne en 2014. Merde, je suis allé trop vite. Pardon, en 2014, et à ce moment-là, Candide s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Qui connaît Ashley Madison? Il y a des gens qui osent lever la main. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugal. À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde avec Cunégon. Alors pour des raisons un peu évidentes, il voulait pas que ça sache Candide qui était sur ce site. Il avait très peur des fuites de données qui pouvaient venir de Ashley Madison. Mais Pangloss lui explique encore une fois qu'il se prend la tête pour rien parce qu'il connaît des développeurs là-bas. Ils font les choses bien. Parce que dans la manière dont ils hachent les mots de passe, ça commence par du MD5. MD5, ah, ça sonne compliqué, se dit Candide. C'est sûrement sécurisé. Bon, malheureusement pour lui, un an plus tard, les hackers ils se sont pris à la pauvre Ashley et ils ont récupéré le contenu de la base. Donc il y avait les données utilisateurs, donc c'est mort, on sait tout ce qu'il est dessus. D'ailleurs, ils ont même fait, les mecs derrière ça, une base de données en ligne pour savoir qui était inscrit sur ce site. C'était génial. C'est vrai, hein. Enfin bref. Mais qu'en est-il de son mot de passe qui était stocké en base hachée avec du MD5? Et pourquoi ce serait un problème au final? Personne n'utilise le même mot de passe partout. Donc, bon, bref. Mais qu'en est-il de ce mot de passe? Eh bien, on se dit, c'est haché, c'est pas grave, ils vont rien pouvoir en faire. Bah, malheureusement pour lui, les hackers, aidés des arcs-en-ciel eux-mêmes, ont été capables de récupérer les mots de passe en clair. Alors, c'est pas des vrais arcs-en-ciel, je vous parle ici d'une technique en sécurité qui s'appelle les rainbow tables. Faut voir ça comme une espèce de grande table avec plein de hashes précalculés. Et ça va nous permettre d'avoir une espèce de reverse function qui nous redonne un mot de passe en clair. Ou un mot de passe qui collisionne sur le même hash. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1, et même dans certains cas, la famille SHA-2, donc SHA-256, et je vais vous le montrer tout de suite. Là, je vais hacher un mot de passe. C'est bon, j'ai le réseau. Il n'est pas très rapide le réseau. Bon, c'est pas... Ah, si, là, ça arrive. Voilà. Donc j'ai acheté un mot de passe très original qui s'appelle Touraine, qui utilise un mot de passe comme ça, mais bon, comme on est en Touraine, c'est pas grave. Là, j'ai un SHA-256 assez ugly, et je vais utiliser une Rainbow Table qui est en ligne, hein, n'est-ce pas? Tac. En plus, celle-ci, voilà, c'est nickel. Ici, je mets le hash. Bon, je lui dis que je suis pas un robot quand même. Et quand je vais cliquer sur Crack Hashes, il est censé me retrouver le mot de passe en clair. Et ben, c'est ce qu'il fait. Là, vous avez Touraine. Et ça, c'est du SHA-256. Hein. Il y en a qui sont en train de flipper pour leur prod. Enfin bref. Donc Candide a appris de la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que tous ces algorithmes-là ne sont pas du tout safe pour stocker des mots de passe. Mais comme il ne veut pas que ses propres utilisateurs aient les mêmes déconvenus que lui sur sa, on va dire, sur son application, il fit quelques recherches et tomba sur un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Bcrypt a une particularité que n'a pas SHA-256. Ici, j'ai un petit programme qui va vous le démontrer. Tac. Ici, j'utilise mon Spring Security, peu importe. J'ai un encodeur Bcrypt, password encodeur. Et là, je prends tous les mots de passe de l'application Pangloss. Ils sont tous là. Dans ces mots de passe, il y a celui de l'administrateur et jamais vous allez deviner lequel c'est. Donc ces mots de passe, je vais les hacher 4 fois chacun, avec le password encodeur qui est ici, ce qui va me donner donc l'encoded password qui est le hash.
Ensuite, je demande tout de suite à l'encodeur de vérifier que le hatch match avec le mot de passe en clair. C'est censé fonctionner tout le temps, sinon Spring a fait n'importe quoi. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et là, ça, je le fais 4 fois pour chacun des mots de passe. Alors peut-être que vous devinez pourquoi, mais pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien c'est parce que à chaque itération pour le même mot de passe, je vais avoir des hashes différents, comme vous pouvez le voir ici. Bcrypt n'est pas prédictif, parce qu'il embarque un solve par défaut, ce qui n'est pas le cas par exemple de SHA-256. Pour SHA-256, vous allez devoir le faire vous-même. Là, de manière built-in, il vous garantit d'avoir une génération un hashing qui est non prédictif. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'attaque de type rainbow table là-dessus. Et on revient à la complexité d'un brute force quand on veut craquer des mots de passe comme ça. C'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser, même quand vous faites du bcrypt, des mots de passe très courts comme PWD, ça se craque très vite en brute force, ou des mots de passe archi connus que personne n'a utilisé sur Kibana Grafana en prod pour leur compte d'administrateur, qui est admin, qui sont eux vulnérables des attaques de type dictionnaire. Donc Candide décide de changer la manière dont il enregistre les mots de passe de ses users en base de données. Il y a un petit script qui fait ça. Hop, donc data.sql. Donc on peut voir tout en haut là que les mots de passe étaient stockés en clair, en HRI. Et tout ça, on va l'enlever et à la place, on va stocker les mots de passe avec Bcrypt. Tac. Voilà. Bon, malheureusement pour nous, ça ne fonctionne pas de manière built-in avec SQL. Il faut généralement configurer vos frameworks pour que ça fonctionne. Là, est-ce qu'il y a des gens qui font du Spring dans la salle? Ouais, quelques-uns. Alors, je vais aller très très vite pour vous montrer comment ça marche. Alors, oubliez les authentication providers que vous faites à la main, c'est très sale. À la place, il faut... oups, je le mets là, ça va pas marcher. Dans vos configurations de sécurité, vous déclarez... en utilisant des choses qui sont built-in, une JDBC Authentication. Vous voyez que Spring fait les choses bien parce que pour authentifier, il vous force à utiliser un paramétrage query, ce qui fait qu'ils ne sont pas vulnérables au SQL injection sur l'authentification, et vous avez juste à spécifier votre password encodeur, qui est ici Bcrypt, et voilà. Donc maintenant, hop, je redémarre mon application, je vais juste vérifier que je suis toujours capable de me loguer, sinon je risque d'avoir des soucis pour la suite. Donc maintenant, je stocke de manière sécurisée mes mots de passe hachés par Bcrypt. Ok, je me tente le login. Ça marche. Bon, tant qu'on est là, j'aimerais vous présenter au meilleur ami du hacker. C'est la petite touche F12 sur votre clavier. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il peut voir tout ce qui se passe entre votre front-end et votre back-end. Si Edge veut bien me balancer les logs. Tac. Il est un peu lent des fois, bizarrement. Voilà, ça arrive. Donc, grâce à ça, ils peuvent voir en fait que vous faites du REST. Ils connaissent bien REST, ils connaissent bien HTTP. Ils se doutent bien que quand il y a un endpoint qui s'appelle item, ça permet de récupérer l'ensemble des trucs qu'on va acheter qu'on vend sur la plateforme Pangloss, notamment tous les bouquins qui sont ici à gauche. Et ils savent très bien que quand on fait un get sur /item, c'est censé renvoyer tous les items. Quand vous faites un get item /id, ça renvoie le contenu d'un item. Et quand on fait un delete /item/id, ça fait péter la prod. Donc, mais vous savez quoi? En fait, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est voir si ça marche. Tout bête comme ça. Hein. Donc, on a besoin pour faire ça ici d'un item, d'un ID d'item. J'en ai un ici qui s'appelle Expert Excuses for Not Writing Unit Test. Super bouquin. Il correspond à la girafe ici à gauche. Hein, mais lisez-le. Hein. Moi, je connais des experts. Bref. Donc, on va crafter un petit peu la requête. Elle est ici dans Postman, donc vous pouvez voir que c'est un delete. Ici, j'ai expert excuses for not writing unit test. Et pour pas tricher, j'utilise un utilisateur standard. Donc je vais envoyer ça. Tac. Là, j'ai le contenu de la ressource et j'ai un statut de 100, donc a priori ça a marché. Pour le vérifier, je vais juste retourner là. Si je fais F5, la girafe elle disparaît. Si je arrive à taper sur F5. Voilà, la girafe disparaît. Elle a disparu. Ça a l'air tout bête, mais c'est hyper commun en sécurité. En fait, quand Candide et Pangloss, leur PO lui a demandé de développer cette feature, ils sont allés de bout en blanc et ils ont codé le truc comme ça. Ils se sont dit, bon, j'ai un endpoint, voilà, je fais delete, je suis content, j'appelle la base de données, je fais delete de l'ID, c'est fini. Voilà. Mais le problème, c'est que là, ils n'ont pas réfléchi à un truc essentiel,
notamment dans la UX, c'est ce qu'on appelle les personas, et c'est quelque chose de vraiment essentiel même ici. Parce que s'ils avaient réfléchi un petit peu au rôle des gens, mais à qui on expose ce truc en fait? Qui est censé pouvoir faire ça? Mais avec les administrateurs standards n'est pas censé le faire. Donc ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle les ACL, l'Access Control Layer. Et même si vous y pensez pas, à chaque fois, sachez qu'il y a, dans la plupart du temps, quand on expose des choses sur Internet, dans vos API web, on ne pense pas tout de suite à la vérification des privilèges, et c'est peut-être même du code qui avait été développé il y a un moment. Donc à chaque fois, assurez-vous que vous avez fait l'access control layer nécessaire. Donc ici, je vais aller très vite parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas Spring, mais je vais utiliser en faisant de l'AOP, je vais juste vérifier que mon utilisateur qui est ici connecté a bien les autorités d'admin. Voilà. Tac. Hop, je redémarre l'application. On va juste vérifier que maintenant je suis plus capable de supprimer un item de la prod quand je suis un utilisateur standard. Normalement, ça a démarré. Tac. Voilà, j'ai une 403, je suis content, je ne peux plus supprimer. Faites attention à ça. Hein. Les privilèges, réfléchissez-y. Et faites attention à chaque fois que vous exposez un endpoint. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire en réalité. J'aimerais vous présenter Kakambo. Et Kakambo, c'est un administrateur de la plateforme Pangloss. Et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. Et là, les annual reviews viennent de passer, et je vous laisse imaginer comment ça a été, parce qu'il décide d'aller en prod. Il utilise son compte d'admin, ils sont plusieurs, hein. Mais bon, comme ça, on sait que c'est lui. Voilà. Et il supprime un item de la prod. Les jours passent, on se rend compte que le best-seller, on ne le vend plus, c'est une catastrophe. Que s'est-il passé? Candide et Pangloss se disent, on va aller voir dans les logs, parce que c'est là qu'on va trouver la vérité. Donc, voici les logs. Alors c'est peut-être un peu foncé, mais grosso modo, on a un timestamp, la méthode HTTP qui a été faite, l'URL, statut HTTP derrière. Mais aucun moyen de savoir qui a fait quoi. Mais ils se disent, bon, on sait qu'il n'y a que les admins qui sont capables de supprimer un truc de la prod maintenant. Ils vont les voir et tout le monde nie, donc Kakambo, qui a aucun intérêt de dire la vérité. Ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle de la répudiation. Lorsque votre utilisateur a la capacité de nier qu'il a fait quelque chose, qu'il a vraiment fait. Et c'est un problème, puisque là, il y a eu un acte malveillant et vous n'êtes pas capable de le prouver. Donc ici, c'est évident, il manque un truc, c'est la capacité qu'on a d'associer une log à l'utilisateur qui a fait l'action derrière. Donc ça va être tout bête, encore une fois. Hein. J'ai jamais dit que j'allais vous montrer des trucs de fou. Enfin non, ça c'est pour après, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va aller dans comment ça s'appelle, la configuration de mon application. Je vais changer juste la manière dont j'écris mes logs. Donc là, je suis dans application.yaml pour ceux qui connaissent Spring. Et je vais dire que dans mon access pattern, je vais rajouter le user ID. Okay, donc un bon moyen assez simple de savoir qui a fait quoi. Alors ici, j'utilise le user ID et non pas le username. Est-ce que vous savez pourquoi? Pardon? RGPD, exactement. Parce que maintenant, un utilisateur peut vous dire « oublie-moi ». Donc s'il vous dit ça, vous êtes censé supprimer toutes ces informations personnelles dans son nom et son prénom de votre système. Si vous avez ça partout dans vos logs, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez une log? Non, c'est super galère, vous ne pouvez pas. Donc utilisez plutôt des user ID, ça vous permet d'anonymiser la personne en base de données et garder vos logs. Sauf si vous utilisez des emails, parce que c'est pareil. Les emails, ce sont des données personnelles, et il peut y avoir les noms des gens dedans, donc n'utilisez pas les emails comme user ID non plus. Donc ici, j'ai relancé le truc, et normalement maintenant, je vais avoir voilà, les user ID qui sont affichés dans ma log, je suis content. Donc plus de phénomène de répudiation a priori. Sauf qu'ils partagent tous le même compte, donc mais c'est pas grave. Faites pas ça non plus en prod, c'est pas bien. Ça, c'était la fin de la partie facile. Maintenant, on va voir les trucs sympas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font de l'XML en prod? Ouais. Ah, vous allez kiffer. Tout le monde connaît XML, en fait? Ah. Alors, pour des raisons d'interopérabilité, la plateforme Pangloss expose ses endpoints en XML aussi, parce qu'il y a des vieux systèmes legacy qui les consomment, donc c'est comme ça, voilà. Et là, vous avez la même requête que tout à l'heure, mais cette fois-ci en XML, je vais zoomer un petit peu. Tac. Voilà. Donc j'ai juste à spécifier ma catégorie ID, et ça va me renvoyer tous les items qui sont liés à ma catégorie ici qui s'appelle Books. J'envoie ça, hop, grosse faille de sécurité, je renvoie que du XML. C'est normal, c'est pas grave. Donc là, j'ai toutes mes... Mais c'en est une, hein.
Vous allez voir pourquoi. Bon, bref. Mais là, ici, non, ça ne veut pas dire qu'XML est une faille de sécurité. Pardon. Non, on peut faire un truc sympa en JSON aussi. Hein. Qui fait du JSON en prod? Là, vous allez voir aussi. C'est pas grave. Bon, ici, donc, j'ai tous mes bouquins en XML, je suis content. Vous vous rappelez ce qu'a fait le hacker tout à l'heure? Il a joué avec la méthode HTTP là pour voir ce qui allait se passer. Ben, ici, il va faire la même chose, mais avec votre payload. Il se dit, bah tiens, au lieu de mettre une vraie catégorie qui existe, je vais mettre ça. Bon, ça va pas marcher. Mais allons voir ce qui va se passer côté backend. Donc, il envoie ça. Tac. Donc, j'ai bien une bad request. Bon, on s'attendait à ça quand même, parce que résoudre une catégorie qui s'appelle comme ça, c'est très peu probable. Et j'ai un beau message d'erreur qui est no items found for category, avec le gros blablabla derrière. Ici, on vient de donner une information hyper importante pour le hacker. C'est ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'il a donné en entrée là. Et il sait que si vous ne faites pas d'input validation ou d'autres méthodes, ou d'autres trucs de sécurité, il va pouvoir faire des trucs sympas avec votre appli. Et notamment en utilisant une super feature built-in en XML qui s'appelle l'external entity. Qui connaît l'external entity? Ah, un petit peu de gens, mais vous allez voir, c'est super cool. Vous êtes passé à côté d'un truc en XML, c'est génial. Je réécris la même requête, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser une valeur pour ma catégorie, j'utilise une référence. Comment on voit que c'est une référence? Simplement parce que ça commence par un et commercial, ça finit par un point-virgule. En fait, cette référence, elle réfère à une entité qui est dans le mon doctype au-dessus, qui est externe au mon schéma XML de base. Donc, je la définis, je dis que c'est une entité, elle a un nom arbitraire qui est file, elle a un type pas arbitraire du tout qui s'appelle système, et derrière ça, il y a un truc qui ressemble à un pass. Alors ça, il faut savoir que c'est le pass sur la machine distante du script qui permet d'enregistrer les utilisateurs en base. Alors qu'est-ce qui va se passer quand j'envoie ça à mon backend? Eh bien, on se dit, très peu probable qu'il soit capable de résoudre une catégorie qui s'appelle comme ça. On va voir qu'on a bien une bad request, encore une fois. S'il y a ma tête devant, non, c'est bon. On va voir aussi qu'on a notre message d'erreur, no item found for category. Après ça, il y a quoi normalement? Le nom de la catégorie. Ben là, il y a le contenu du fichier. C'est cool, hein? Ça, c'est les XML external entity. Et c'est built-in. Donc là, heureusement que Candide, tout à l'heure, il a haché les mots de passe, parce que sinon, on les avait en clair. C'est pour cela que ce genre de script, il ne faut pas du tout les mettre à côté de votre application. C'est aussi pour cela que dans vos configurations, vous savez, les machins.conf, les machins.yaml, tout ça, qui sont juste à côté de votre appli, eh bien, il ne faut pas mettre des mots de passe en clair. Ou bien, encore mieux, le pass qui contient le keystore de la clé privée SSL. Parce que tout ça, ils peuvent le récupérer. En utilisant d'autres moyens que le truc que je vous ai montré en plus. Donc ça, jamais de secret à côté de vos binaires. Jamais. Parce que ça, ils le récupèrent. Pour les secrets, il faut utiliser des outils comme HashiCorp Vault qui vont bootstrapper au runtime tout ça de manière sécurisée, mais enlevez-les de vos configurations. Bon, on va pas voir comment mettre un outil pareil parce que là, j'en ai pour 3 heures, mais on va voir comment faire en sorte, lorsque vous utilisez XML, à ce que le contenu du fichier soit plus inliné dans la réponse. Alors, c'est très simple, vous allez le voir. Alors, tout le monde est familier avec le concept de sérialisation, désérialisation? Ouais, ok. Alors, je vais vous montrer un truc. Ici, j'ai la configuration de ma sérialisation. Oups. Elle est dans ce fichier-là. Alors, pour ceux qui connaissent Spring, XML Mapper, même chose qu'Object Mapper, mais pour faire du XML. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose que JAX-B. Et pour tous les autres qui ne font pas du Java, eh bien, c'est un truc qui sérialise en XML. Est-ce que vous voyez des choses suspectes dans ces lignes? Non? En fait, il n'y a rien de suspect ici. Mais le problème, c'est qu'il y a un serializer XML, quel que soit le langage, s'appuie sur un bon parseur XML. Et un bon parseur XML, il implémente toute la norme XML. Donc il faut faire bien attention à chaque fois que vous utilisez un serializer ou un parseur XML de désactiver les external entities. Vous vérifiez que par défaut, ils le font. D'accord? Donc là, hop, je redémarre l'application. Qui fait du Jackson en prod? Ouais. En fait, vous savez quel est le vrai problème quand on fait du Jackson ici? C'est ça. New XML Mapper ou New Object Mapper. Vous faites ça, vous avez une faille de sécurité, je vous le garantis. Ah, flippez. Hein. Pourquoi? En fait, parce que par défaut, vous n'allez pas penser à toutes les options de sécurité à mettre. Mais si vous faites du Spring,
vous avez un Jackson to Object Mapper Builder qui, par défaut, vous le sécurise. Donc, je vous conseille d'utiliser ce truc-là, tout en haut, là, quand vous faites du Spring. Voilà. Donc, pour tous les autres, assurez-vous de ne pas avoir activé l'external entity. Là, j'ai redémarré l'application, je réitère mon attaque, et maintenant, j'ai une 403 Forbidden, et il me dit Undeclared General Entity File. Voilà. Il n'y a plus de file maintenant, et on peut faire du XML comme à l'ancienne, on est très content. Donc ça, c'était pour l'XML External Entity. Ça va pour l'instant? Ok. On va retourner à Candide. Et Candide, il faut savoir que c'est aussi un utilisateur de la plateforme. Il est en train de faire son shopping. Il est très content lorsque, tac, c'est ici, il reçoit cet email. Cher utilisateur de Pangloss, nous sommes vraiment contents de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps, ne perds pas de temps et visite ce lien. Alors bien sûr, lui, il veut sa réduction. Donc il clique sur le lien. Et il arrive sur ce site. Alors pour l'instant, la mire de login qui est en plein milieu, faites comme si elle n'existait pas. Ça, c'est pour après. Donc il comprend pas, il se dit mais attends, mais je peux pas utiliser, il n'y a pas de code, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Il est hyper déçu. Cependant, la vraie surprise arrive quelques jours plus tard parce que lorsqu'il consulte son relevé de compte, ah bah tiens, mais j'ai jamais rien commandé moi sur Pangloss, que s'est-il passé? En fait, il vient de se faire hacker. Il y en a qui ont remarqué qu'il est toujours abonné. Hein. En fait, ce site-là est un site malveillant. Et le mail qu'il a reçu précédemment, c'est ce qu'on appelle du... Ouais, c'est bien. Qui c'est qui clique sur les mails de phishing encore? Alors, ça reprend les codes de Pangloss et ça fait croire que c'est un mail officiel. Il y a un beau call to action ici qui va amener l'utilisateur sur un site malveillant. Comment qu'on sait que c'est un site malveillant? Ouais, c'est marqué dans l'URL, regardez, c'est là. Regardez, c'est marqué. Alors, c'est généralement pas aussi simple. Hein. Mais bon, c'est un site malveillant. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on arrive dessus. Donc, si Edge veut bien m'ouvrir les Developer Tools, tac, tac, tac. Quand j'arrive sur ce site, hop, c'est en Ajax que ça se passe. Voilà. On peut voir qu'il y a des requêtes qui partent sur le backend de Pangloss. Pour simplifier, tout ce qui est sur localhost et le backend de Pangloss. Pourquoi ces requêtes partent? Simplement parce que dans la page, ici, j'espère que c'est assez grand, vous voyez que sur le body, on appelle une fonction. Cette fonction, elle est définie ici entre deux balises de script. Vous pouvez voir que les hackers ont fait les choses bien parce qu'ils ont bien nommé leur fonction. Tu vois, ils ont suivi les préceptes de clean code. Elle s'appelle hack. On sait à quoi elle sert. Donc, bon, généralement, c'est pas aussi simple. Mais ici, on prépare un panier dans lequel on a un item qui est très très cher qu'on veut envoyer à l'adresse du hacker là. Et cette requête, elle va automatiquement, enfin, pardon, elle est prépositionnée dans un post sur /carts, ce qui veut dire qu'on va créer un panier. Pour simplifier, ça va le booker en automatique. Et ce sera envoyé automatiquement au chargement de la page. Mais vous allez me dire, mais il faut être logué. Bah oui, mais il est logué. Le gars, il est en train de faire son shopping sur l'application à côté, et ce script va bénéficier du contexte d'authentification du browser. Ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle du cross-site request forgery. Et pour vous montrer comment on se prémunit de cette attaque, eh bien, il faut regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passe d'un point de vue réseau. Ici, sur le réseau, on voit deux requêtes qui passent. Pourtant, on n'en a vu qu'un seul dans le script malveillant, qui était celle-ci, le post. Alors pourquoi? Simplement parce que les browsers modernes, même ce truc-là, alors là, je suis sur la version précédente de Edge qui n'est pas sur Chromium. Hein. Ils ont été assez intelligents depuis le 15 janvier. Maintenant, il y a Chromium et il y a beaucoup de trucs que je vous montrais qui ne fonctionnent plus, mais c'est pas grave. Mais jusqu'à très récemment, c'était toujours le cas. Donc les navigateurs modernes, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent une policy qui s'appelle les cross-origins. Vous voyez tout ce que c'est? Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est simplement que maintenant, à chaque fois qu'un script hosté par un serveur A essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, le browser va systématiquement d'abord demander à B si A a le droit d'accéder à ses ressources, s'ils sont sur des origines différentes. Et comment il fait ça? Il voit que le script essaye de faire un post là, il intercepte la requête, il fait une pre-flight request, qui est celle-ci. Il garde l'URL,
il change la méthode à options, c'est comme ça qu'il va demander les privilèges, entre parenthèses, hein, et il va positionner des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, sinon c'est trop simple. Ces headers, c'est, mon cher Pangloss, j'ai un gars là, origine, Evil Pangloss Fake, qui essaye de faire un post avec access control request méthode sur ton URL. Qu'est-ce que t'en dis? Alors sachez que par défaut, quel que soit le framework que vous utilisez, les requêtes cross-origin sont interdites. Pourtant, ici, on a un statut 200, et il répond gaiement, bah tu sais, moi, ce gars-là, le site malveillant, je l'autorise au moyen de access control holo origin à faire un post au moyen de access control holo méthode sur mon URL. C'est pour ça que ça passe. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que Candide et Pangloss, ils se sont foirés quelque part. Pourquoi? Eh bien simplement parce que quand ils ont intégré pour la première fois en prod leur front-end et leur back-end, étant sur des origines différentes, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est simple, ils sont allés sur Stack Overflow. Et il y a un mec qui leur a dit, mais c'est très facile à corriger. Tu vas dans ta configuration de sécurité, tu fais un filtre Corse comme ça, et surtout tu mets ça, hello origin étoile. Donc, alors pour ceux, enfin, grosso modo, là on est en train de dire qu'on autorise tout le monde à hoster des scripts qui peuvent appeler notre back. Ça c'est pas bien. Ça peut-être faire rire certains, mais j'ai vu ça 50 000 fois en prod. Hein. Donc surtout ne pas faire ça et limiter seulement au front-end qu'on trust, c'est-à-dire bah là, le mien. Donc grâce à ça, il n'y aura que mon front-end qui peut hoster des scripts et m'appeler. Je vais redémarrer l'application pour voir si ça corrige le problème. Tac. Alors pour pas tricher, je vais me reloguer. Je fais l'authentification en session. Donc à chaque fois que je redémarre l'application, je perds mon contexte. Tac. Je suis logué. On va retourner sur le site malveillant qui est ici. Je vais recharger la page. Vous allez voir maintenant que j'ai qu'une seule requête qui part, c'est la preflight. Et cette fois-ci, j'ai une 403. Donc je n'ai plus, enfin là, on dit au browser, tu processeras pas la requête, pas de post. Et le browser s'arrête et fait OK, bah le script, niet. Cependant, c'est pas comme ça qu'on corrige ce problème-là, parce qu'il y a deux gros problèmes sous-jacents ici. Le premier, c'est la norme Corse elle-même. En fait, cette norme-là vous dit que la preflight request, vous la faites pas dans le cas où vous faites un call HTTP direct, pas en Ajax, et que le content type est de type plaintext, URL form encoded, et le dernier, je ne me rappelle pas. Alors, dans quel cas on fait pas ce genre de truc? Bah, notamment sur ça, les merde de login des fois. Donc ici, on a un log form tout bête qui fait un post HTTP. Ici, voilà, je fais un form login sur le backend de Pangloss. Et bien que les Corse Options m'interdisent d'accéder aux ressources de Pangloss, vous allez voir qu'ici, si j'essaye de me loguer, tac, à travers le site malveillant, pardon, hop, et bien ça a fonctionné. Pour bien vous le montrer, je désactive ici le filtre Ajax, et vous voyez que là, mon post sur login a fonctionné. Ça, c'est dans la norme. Alors, le deuxième problème, c'est que en réalité, si vous essayez ça sur Chrome, ça ne fonctionne pas. Depuis la toute dernière version de Firefox qui est sortie il y a quelques semaines, ça ne fonctionne plus. Bon, et Edge, c'est la fête. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, cette méthode s'appuie sur les implémentations côté browser. Donc, c'est de faire la sécurité côté client, et ça, c'est pas terrible du tout. C'est pour les gens qui font du JavaScript, si vous faites des if write côté front, c'est pas bien. Hein. Bon, bref. Donc, comment on se prémunit de ça réellement en sécurité? On utilise les synchronizer tokens, qu'on appelle aussi les tokens CSRF. Pour vous simplifier, disons qu'on va générer un secret côté back. Ce secret, on va le filer au front qu'on trust seulement, et on va lui demander de nous refiler le secret à chaque fois qu'il veut modifier une ressource. Donc à chaque fois qu'il veut faire un post, un put, un patch ou un delete. Donc le front est censé redonner ce secret-là. Côté back, on va vérifier si le secret est valide, et si c'est le cas, on va processer la requête. Sinon, niet. Donc, et on va mettre ça en place là très rapidement. Bon, sachez que si vous faites du Spring Security, par défaut, cette sécurité de token CSRF est activée. Mais ils n'ont pas réussi à la faire marcher. Enfin, ils n'ont pas compris ce que c'était, et bien sûr, ils ont fait un gros disable là. Si vous cherchez ça sur GitHub, c'est la fête, hein, il y en a plein. Donc, c'est comme ça aussi qu'ils font hein, pour détecter qui est attaquable sur certains types d'attaques. Bah, GitHub est ton ami, quoi. Et c'est pas des conneries, hein, ce que je vous dis. Donc ça, il faut pas le faire. Hein. Faut pas désactiver la protection CSRF.
Cependant, ici, pour ceux qui connaissent bien Spring, je vais être embêté parce que, par défaut, il s'attend à ce que je render ma page HTML dans mon backend dans Java, pour qu'il puisse injecter, en fait, les secrets. Or là, moi, j'ai un front-end qui tourne dans Node, en Angular, donc il y a hors de question que je render ça dans mon Java, surtout que je fais du client-side rendering. Alors, comment ça marche dans ces cas-là? Eh bien, on va échanger ce token sous la forme d'un cookie. Voilà. Donc, le cookie, ici, il faut juste que je paramètre Spring pour que ça marche. Je vais dire que je veux un cookie CSRF token repository, qui a une particularité, c'est que tous les cookies sont setés à HTTP only à false. Pour ceux qui connaissent un peu de la sécurité, ils vont dire « Oh, pourquoi false ?» tout ça. Bah, en fait, quand vous mettez HTTP only à true, ça veut dire que le browser n'a accès à ce cookie. Généralement, on préfère parce que on ne veut pas laisser JavaScript accéder à des cookies. C'est le mal, JavaScript. Vous allez voir tout à l'heure que c'est le mal, JavaScript. Mais ici, on est obligé parce que, en fait, c'est une intégration qui ne fonctionne pas avec le browser, mais avec les frameworks front. Notamment Angular, un support par défaut de l'échange de cookies CSRF. React, il y a un support qui est amené par la communauté qui gère ce truc-là. Pour les autres, je ne sais pas, je ne connais pas les autres frameworks front. Mais ça marche avec Angular par défaut. Donc c'est pour cela qu'ici, on est obligé de laisser JavaScript avoir accès. Et ce qui est très important, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'assurer qu'il n'y ait que mon front qui est capable de, ce truc-là, de récupérer mon token. Et ici, je le limite. Pour ceux qui connaissent Spring, c'est redondant avec, enfin là, c'est mon endpoint pour récupérer mon token. Je dis juste qu'il n'y a que mon front qui peut le récupérer, redondant avec le filtre que je vous ai montré tout à l'heure qui était global. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire du fine-tuning. Donc je vais vous montrer maintenant ce qui se passe vraiment dans la cinématique de login. Encore une fois, hein, ça ne dépend pas des frameworks que vous utilisez derrière, c'est des normes. Hein. Donc ça existe en Node, ça existe en PHP peut-être. Désolé s'il y a des développeurs PHP dans la salle. Hein. Je ne connais pas assez PHP, mais je peux troller dessus. C'est comme ça qu'on troll généralement. Tu trolls sur le truc que tu connais pas. Bref. Alors là, on va retourner sur l'application. Tac. Alors, il faut que je vire mes cookies, sinon j'aurai un problème. Et je vais vous montrer ce qui se passe maintenant quand je me log. Tac. Je vais me loguer. Hop. Donc là, on voit que je récupère mon token, mon CSRF, et vous allez voir que le backend va demander à mon front de positionner un cookie avec ce secret, ici, qui s'appelle XSRF. Alors pourquoi? Alors tout le monde dit CSRF, bon, il y a les deux, c'est pas grave. Ensuite, à la première requête que le front-end va faire, qui est censé modifier la data, là, en l'occurrence, c'est le login, donc sur un post, là, Angular va automatiquement prendre le secret et le renvoyer au back. Et c'est ce qu'il fait en positionnant le cookie là. Il positionne aussi un header. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un peu compliqué, mais il positionne un header aussi. Côté back, on a récupéré le secret, on a vérifié que c'était le bon, on autorise la requête, et derrière ça, on régénère un nouveau token CSRF. Pourquoi? Ça, c'est pour éviter, après un login, les phénomènes de session fixation et token fixation. Vous voyez qu'il fait exactement la même chose sur la JSession ID pour ceux qui connaissent. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. C'est juste pour le dire. Ils évitent justement le fait qu'on peut crafter des tokens à la main à l'avance et attendre que les gens se loguent et se dire ah bah tiens ce truc-là marche et je peux l'utiliser. C'est le principe d'une token fixation. Donc ça c'est pas grave, mais ça c'est le fonctionnement normal. Du coup, dans un cookie qui est rattaché seulement au domaine de l'application Pangloss, je vais avoir ici le secret. Sur l'application malveillante, elle ne va pas avoir accès au secret. Elle n'est pas sur le même domaine que l'application Pangloss. Ce qui fait que là, quand je vais essayer de me loguer, hop, cette fois-ci, si j'ai le focus, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Voilà, j'ai un gros error, il te manque le token CSRF, on est content. C'est comme ça qu'on se prémunit d'une attaque de type CSRF. Voilà. Mais c'est pas fini sur ce truc-là, malheureusement. Parce que, en fait, toutes les mesures de sécurité que je vous ai montrées, elles ne servent à rien si vous êtes vulnérable à une faille super importante, qui est hyper commune. Et on va la voir tout de suite. Tac. Vous vous rappelez tout à l'heure le nom d'utilisateur magique? Qu'est-ce qui se passerait si ici je mettais une adresse magique? Ah, c'est là où vous allez voir que JavaScript c'est le mal. Donc, j'ai préparé une adresse. Cette adresse, elle est ici. Tac. Donc, elle commence par 15 boulevard Magenta à Paris. Derrière ça, j'ai une grosse balise script avec du JS.
Et là-dedans, on retrouve une fonction hack. Alors pour vous expliquer très rapidement ce qu'elle fait, elle récupère l'URL du panier courant, elle essaye de faire un patch dessus, donc elle tente de modifier le panier courant. D'accord. 5 minutes, merci. Donc elle récupère le panier courant, et ce que essaye de faire l'attaque en utilisant du JSON patch, c'est de faire un replace de l'adresse dans le JSON et mettre à la place l'adresse du hacker. Donc il essaye de récupérer le panier, et dans l'adresse, il veut mettre l'adresse du hacker. Et vous voyez qu'il essaye de faire un truc là pour que ça fonctionne, c'est qu'il veut récupérer le cookie et positionner le header, le cookie qui contient le token CSRF. Il simule en fait ce que fait Angular. Bon, pour l'instant, on est safe parce que ce truc-là, il est sur ma machine. Il ne peut pas s'exécuter dans le contexte, enfin dans le domaine de l'application Pangloss. Alors juste pour vous montrer quand est-ce que ce truc-là est censé se déclencher, ici, il y a une tentative de rattacher cette fonction hack au bouton Back to Shopping de la page récapitulative de commande. C'était peut-être un peu compliqué, mais je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait ce truc-là. Je prends cette adresse magique, hop, donc je rajoute un item dans mon panier, je mets mon adresse magique, qui a une grosse balise script dedans, je fais clic sur Purchase, et j'arrive sur la page récapitulative de commande. Là, visuellement, on voit juste le début de l'adresse, mais vous inquiétez pas, toute l'adresse est là. Donc ici, si on va regarder le code HTML, tac, et ben on retrouve notre balise script. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré dans la base de données, dans le champ adresse, un script JS, et quand mon front a essayé de re-renderer l'adresse, il a renderé le script avec. Ce qui veut dire que ce script, maintenant, il est servi par mon propre front-end qui est dans le domaine de l'application Pangloss. Donc les cross-origin, resource sharing policy, ça passe. Le token CSRF, bah, il va y avoir accès. Ça, c'est ce qu'on appelle une injection JavaScript qui est aussi appelée une XSS. Il y a plusieurs formes d'XSS, mais ça, c'est une forme d'XSS. Et ça, dès que vous avez ça, vous avez tout pété. Enfin, ça pète toutes les mesures de sécurité que vous avez. C'est pour cela que généralement, on met les cookies HTTP only à true, parce que comme ça, le JS ne peut pas y accéder. Bon, là, il va y avoir accès. Donc, je vous ai dit que ça allait se déclencher quand je vais cliquer sur Back to Shopping ici. Je vais cliquer dessus. Hop. Je vais revenir sur la page principale, qui est celle-ci. Ça, c'est le comportement normal. Mais cette fois-ci, quand je vais revenir sur la page, je vais faire un back pour revenir sur la page précédente, qui est l'Order Summary Page, et bien, vous allez voir qu'au lieu d'avoir une adresse à Paris, et bien là, j'ai 42 rue du hacker. Donc là, l'attaque, elle s'est vraiment exécutée au moment où la personne a cliqué sur le bouton. Donc on va voir comment on se prémunit de ça. Alors, il y a pas mal de frameworks front qui ils ont énormément d'intégration pour se prémunir des XSS. Cependant, il y a pas mal de fois où vous, si vous exposez des services, ce n'est pas vous qui allez développer les fronts qui vont les consommer. Et il y a un concept en sécurité, c'est qu'il ne faut pas être vecteur d'attaque. Donc là, je vais vous montrer comment on se prémunit ça côté back, et c'est très rapide. Je vais aller dans le code où l'adresse est stockée, ici, c'est un DAO, hein, enfin non, pas un DAO, si un DAO, là, et je vais faire ce qu'on appelle de l'input validation. Je vais dire, en utilisant une intégration Spring Validator, que je veux que du safe HTML. C'est pas grave si vous ne faites pas de Hibernate, ça existe dans plein d'autres frameworks. Ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne veux pas de balise script dans mon adresse. Je vais relancer l'appli, on va voir si ça nous permet de résoudre le problème. Tac, je vais devoir me reloguer. Tac. Voilà. Et ici, vous allez voir que quand je vais essayer de mettre cette adresse qui contient toujours une balise, c'est là, voilà, une balise script, là j'ai un message d'erreur, et là vous allez voir que je ne peux plus faire ma modification, et il me dit, bah j'ai détecté des caractères HTML interdits. Donc faites super attention à ça, les injections JavaScript c'est hyper dangereux. Ok, ça va? Alors pour finir, j'ai un truc sympa à vous montrer. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Spring Data REST dans la salle? Ouais, il y a des gens qui font du JSON aussi, j'imagine. Bon, c'est plus lié à Spring Data REST que JSON, mais c'est très inhérent en fait au format JSON, ce que je vais vous montrer là. Je vais aller très vite. Tac. Je vais créer un panier. Par défaut, dans mon panier, tac, l'adresse est vide. Je vais utiliser derrière ça une requête pour modifier mon panier. Je fais du JSON patch. Derrière, c'est implémenté par Spring Data REST. C'est lui qui va, le framework qui permet de gérer ce genre de requête. Et je dis, je veux remplacer dans mon JSON l'adresse et je vais mettre 15 boulevard Magenta à Paris. J'envoie ça. Alors, ça marche. On est content. Mais à la place d'envoyer
un pass valide dans mon JSON, qu'est-ce qui se passerait si, à la place, eh bien, je mettais un truc comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est du code Java serialisé. J'arrive, j'ai quasiment fini. Et ce que fait ce truc-là, c'est qu'il exécute calc.exe sur Windows, c'est la calculatrice. Donc, je vais envoyer ça à mon backend, on va voir ce qui se passe. Tac, on va envoyer ça au backend, et là, il y a une calculatrice qui apparaît. Ça, c'est une remote command execution. Voilà, je la refais. Hein. Voilà. Donc ça exécute la calculatrice côté back, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une secure deserialization qui nous permet de faire une remote command execution. C'est un problème qui est très souvent là en JSON, ça dépend des frameworks que vous utilisez derrière. Là, en fait, ce que fait Spring Data REST, c'est sur le pass, d'habitude, il fait un eval dessus. Pour savoir c'est à quoi correspond dans le JSON, en fait, le pass. Sauf que là, en faisant l'eval, il exécute le Java avec, et c'est pour ça qu'on a ce truc-là enfin, la calculatrice. Ça, c'est une faille qui était connue dans ce framework-là. Et si j'avais utilisé des outils comme, oui, c'est ici. Oups. Tac. Ma présentation est là. Des outils comme Dependency Track de la fondation, je l'aurais su. Ce truc-là va scanner toutes vos dépendances, quel que soit le langage, hein, ça marche avec des dépendances NPM aussi, et il va vous lister toutes les failles de sécurité connues. Et là, sur mon appli, il me disait, bah, tu as ce problème-là, qui est connu dans la version que tu utilises, à la 1.5.6 de Spring Boot, passe à la 1.5.9 et tu n'auras plus le problème. Il me donne aussi le niveau de sévérité, et là, c'était critique. Vous imaginez bien que balancer des calculatrices sur des backends, c'est hyper dangereux. On peut faire d'autres choses aussi. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'était le top 10 d'OWASP, donc la liste des 10 erreurs les plus communes en développement logiciel qui amènent à des failles de sécurité. Si vous cliquez sur message sur top 10, vous allez sur le site de OWASP qui vous explicite dans le détail tous ces trucs-là. C'est beaucoup plus complet que tout ce que je vous ai montré. Et pour finir, le truc le plus important, si vous avez un truc à retenir de cette conf, c'est ça. Alors, je vous invite à le scanner. C'est un article qui vous explique comment sécuriser en 20 minutes votre soft. Fichier, scan. C'est pas un mail. Donc, je vous laisse le scanner. Voilà. Il y a des gens qui rigolent. Ah. Bon, il y a Small World de Disney qui s'exécute quand vous scannez le truc. Hein. Faites attention au QR code. Je la remets. Merci. Alors, si vous avez des questions, mais on n'a pas forcément le temps, j'imagine, bah n'hésitez pas, je suis encore là. Sinon. Si, une, vas-y. Celui qui est injecté par défaut, il est sécurisé correctement. C'est si tu fais un new toi-même.